Bonsoir à tous, bienvenue. Ah parfait, ça marche, donc vous vous voyez. J'espère que vous me voyez bien, j'espère que vous m'entendez bien. N'hésitez pas à dire si le son fonctionne pas très bien, si vous m'entendez pas assez fort. Il n'y a pas de souci, c'est la première fois, il y aura certainement des bugs, hein. Coucou tout le monde, bienvenue. Bienvenue dans cette première émission de Ask Doctorant. J'espère que vous avez prévenu tout le monde, tous vos étudiants, vos professeurs, vos parents, vos oncles, vos tantes, tout le monde, même vos grands-parents si vous voulez. On espère que cette soirée vous apportera beaucoup de réponses. Nous, en tout cas, on est très contents de faire ça. Ce soir, j'aurai la chance d'être accompagnée d'Alix, Élise, Lorraine, Yannick, Nicolas et Justin. Et on espère que vous allez passer une bonne soirée en notre compagnie. Alors, avant de passer la parole à nos invités, je vais d'abord vous parler du déroulement de l'émission. Donc, tout d'abord, je vais interviewer les invités un à un, donc pour savoir un peu qu'est-ce qu'ils font, pourquoi ils se sont lancés dans une thèse, pauvres fous, et qui vous parlent un peu de leur sujet de thèse, parce que c'est important que vous vous rendiez compte que le doctorat, c'est la diversité et qu'il y a beaucoup de sujets différents. Vous pouvez tout faire en fait en doctorat. Donc voilà, on va avoir 5 minutes de présentation de nos chers invités. Ensuite, et là j'attire votre attention, c'est très important ce que je vais vous dire. Tout au long de l'émission, vous pourrez écrire à l'émission juste en dessous de moi. Donc l'émission qui s'appelle quad9docteurbdmt@gmail.com. Et le but d'écrire à cette adresse mail, c'est que notre cher Quad9Docteur va sélectionner 2 ou 3 personnes parmi vous qui souhaiteraient avoir des questions et qui souhaiteraient nous les partager à l'oral, qui est plus facile que par écrit, hein, bien évidemment. Donc, pour les gens qui sont intéressés et qui disposent d'un compte Skype, vous pouvez écrire à cette adresse mail et la personne qui gère Quad9Docteur sélectionnera 2 ou 3 personnes d'entre vous avec des profils assez différents. C'est quand même le but de parler de plein de domaines différents pour poser les questions. Ah, il n'y a pas BDMT, excusez-moi, pardon. Voilà, premier bug, désolé. Donc, en fait, c'est Quad9Docteur BDMT. Attendez, regardez la magie. Bien entendu, vous pouvez également poser vos questions sur le chat. Je suppose qu'il y a énormément de doctorantes et de doctorants qui sont présents sur le chat ce soir, qui pourront vous répondre. Ça se moque de moi. Qui pourront vous répondre pendant toute la soirée. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions sur le chat, bien évidemment. Et qu'est-ce que j'ai à vous dire ? Ah oui, surtout, restez jusqu'à la fin. Parce que après la session où on répondra à 2 ou 3 d'entre vous par vocal, il y aura une super chronique animée par justement le fameux Quad9Docteur que vous découvrirez en pixelisé tout à l'heure, qui nous fera une super chronique sur l'historique du doctorat. Donc vraiment, restez avec nous jusqu'à la fin. Dernière petite chose pour vos sœurs et vos frères qui ne peuvent pas être présents ce soir. Pas de panique, cette émission sera rediffusée sur YouTube, sans les rater, hein, bien évidemment. Donc voilà, il n'y a pas de souci. Donc si mes invités sont d'accord, je vais pouvoir passer à l'interrogatoire. Alors attendez, je vais changer de scène. Non, il n'y a pas de souci. Je disais que je travaille en littérature britannique et sur la légende arthurienne dans la Renaissance anglaise, notamment son utilisation à des fins politiques et à travers la littérature, entre autres. D'accord. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer comment t'es arrivé à faire cette thèse ? Est-ce que c'est une envie que t'avais depuis toujours ou ça t'est venu comme ça en fin de master Comment c'est venu pour toi ? Alors, c'est clairement pas une envie que j'avais depuis toujours. C'était un peu la suite logique de mon parcours. J'ai fait un master recherche et j'avais ma directrice, mon encadrante pour mon master recherche qui m'a suggéré de poursuivre en thèse, poursuivre mon travail de mémoire jusqu'en thèse. Et entre-temps, j'ai juste passé la Greg et me voilà en thèse pour maintenant la 4e année. D'accord, donc toi tu fais partie de ces doctorants qui ont en plus passé la Greg. Parce que c'est quand même assez rare, c'est un truc particulier quoi.
Ok, Dans mon domaine, entre autres, c'est recommandé. d'accord. Et est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton financement de thèse? Oui, alors moi j'ai eu la chance d'obtenir un contrat doctoral pour les 3 premières années et c'est rare, mais ça arrive qu'il y en ait notamment en sciences humaines. Et là, pour ma 4e année, je suis actuellement en contrat d'attaché temporaire d'enseignement et de recherche, ou contrat d'ATER, comme on appelle, de manière plus succincte. D'accord. Et est-ce que tu peux nous parler en quelques mots de ton quotidien de thésarde dans ton domaine? Alors du coup, je passe pas mal de temps sur les cours actuellement, vu que j'ai quand même 192 heures de cours à assurer cette année. Mais sinon, ça se passe entre chez moi, les bibliothèques universitaires, le labo, où bien sûr, moi je n'ai pas de microscope et autres engins de torture. J'ai principalement des livres et mon ordinateur. Ok, ça marche. Du coup, au niveau de... Bon, je vais aborder un sujet pas très rigolo, mais au niveau de la solitude dans ton domaine, est-ce que c'est quelque chose quand même qui est assez pesant? Est-ce que c'est quelque chose de fréquent ou vous êtes quand même beaucoup à être dans ce domaine-là, dans ce cas de figure, donc finalement tu n'es pas si seul que ça? Comment tu le vis en fait? Alors, la solitude, c'est très fréquent. Moi, c'est vrai que notamment depuis ma 2e année, j'ai une collègue avec qui je peux travailler de manière assez régulièrement, enfin, de manière assez régulière, plutôt, pour parler français. Sinon, la solitude, ça va beaucoup mieux depuis la création du Discord pour doctorants, je dois avouer. Mais c'est sûr que c'est quelque chose à gérer qui n'est pas forcément simple, et notamment les doctorants dans mon domaine qui n'ont pas de financement se retrouvent souvent isolés puisqu'ils travaillent, ils sont pas du tout liés au labo, ils sont souvent en poste, parfois dans les lycées, les collèges, et ils ont assez peu de liens avec les autres doctorants. Donc c'est quelque chose de très fréquent dans mon domaine. D'accord. Merci Alix, on te retrouvera tout à l'heure. Alors maintenant, je vais donner la parole à ma chère Élise, si tu es d'accord, Élise. Hop, Élise, on te voit, tu es radieuse. Alors Élise, est-ce que tu peux nous présenter en quelques mots ton sujet de thèse et ton domaine? Oui, alors moi je suis en design graphique et je travaille sur les productions graphiques féministes contemporaines en France. Donc quand vous voyez des collages féministes dans la rue, des campagnes d'affichage ou des posts et des comptes Instagram, bah voilà, moi je m'intéresse à ces images-là. D'accord, alors c'est vrai que c'est un sujet quand même assez particulier, hors du commun si je puis dire. Comment t'en es venu jusque-là? Est-ce que c'était une envie depuis toujours? Est-ce que tu t'es dit tiens, le doctorat, pourquoi pas? Ou est-ce que tu étais complètement perdu après ton master? Comment ça s'est passé pour toi? Bah, ça fait assez longtemps quand même que j'ai envie de faire de la recherche et en fait cette thèse-là, c'était un moyen de croiser à la fois mon envie de faire une thèse, d'explorer un sujet à fond et aussi l'opportunité d'amener un petit peu de féminisme dans le milieu académique à mon échelle. Donc voilà. Ok, et du coup, ça se passe comment le quotidien d'une doctorante en design? Bah alors, je pense que ça dépend énormément des gens. Pour moi, ça se rapproche beaucoup du quotidien d'une thésarde en sciences humaines, d'une manière générale, je pense, ou en art. J'ai pas vraiment de labo, pas de lieu dans lequel me rendre, donc je travaille beaucoup depuis chez moi. Et donc, je suis très souvent toute seule. Mais là, je vais entamer une autre phase de mon travail qui va plus être un travail d'enquête où je vais aller rencontrer des militantes et des collectifs. Donc, je pense que ça va me faire sortir un petit peu de ma bulle et ça va me faire du bien. Ok, et au niveau des financements, du coup, si tu disais que ça se rapprochait des doctorants à SHS, je suppose que ça a été pareillement un peu difficile pour trouver des financements. Est-ce que tu peux nous parler un peu des types de financements différents qu'on peut avoir dans le domaine du design? Bah, en fait, c'est assez compliqué parce que c'est un domaine de recherche qui est encore assez récent et ça existe même pas officiellement encore une direction de thèse en design. Et donc, il peut y avoir à la fois des contrats doctoraux classiques des universités et aussi des thèses CIFRE pour certaines personnes. Moi, j'ai eu la chance de bénéficier d'un contrat, ce qui s'appelle CDSN. Donc, c'est contrat doctoral spécifique normalien parce que j'étais à l'ENS Paris-Saclay avant.
Et donc, c'est des financements qui passent directement par l'ENS et ça permet d'avoir des contrats doctoraux, entre guillemets, relativement facilement par rapport à d'autres personnes. Et donc, il y a un département design à l'ENS Paris-Saclay et c'est ça qui m'a permis d'avoir ce contrat. D'accord. Et sinon, tu te sens bien dans ta thèse? Bah écoute, ça va. C'est vrai que pendant le confinement, moi aussi, le Discord des doctorants m'a beaucoup aidé à sortir de ma solitude et aussi à rencontrer des gens d'autres domaines. Et c'est finalement comme ça que je me sens bien dans ma thèse aussi, c'est en découvrant ce que font d'autres doctorants et doctorantes en fait. Ok, merci Élise. Alors maintenant, je vais passer la parole à Lorraine. Désolée, Lorraine, t'es juste en dessous, donc c'est plus facile pour les cams. Hop, voilà, c'est hyper facile. On croppe là. Et voilà, désolée, c'est vraiment dégueulasse. On fera mieux plus tard. Alors Lorraine, pareil que les autres, explique-nous un peu ton sujet de thèse, ton domaine, tout ça, tout ça. Alors, je fais une thèse en immunologie, donc biologie. Et l'immunologie, c'est l'étude en fait de votre système immunitaire, donc de vos globules blancs. Et plus précisément, je travaille sur des maladies génétiques qui vont toucher le système immunitaire et qu'on appelle des immunodéficiences primaires. Donc voilà. D'accord. Alors, pareil, est-ce que tu peux nous parler un peu de ton financement de thèse? Comment tu t'es retrouvée à faire une thèse? Bon, là, je te pose plusieurs questions en une fois, mais voilà, tu réponds comme tu veux. Alors, pour le financement, j'ai passé le concours de l'école doctorale qui m'a permis d'avoir un financement pendant 3 ans. Et alors, la particularité de ma thèse a été que j'ai fait ma thèse entre 2 pays, c'est-à-dire que j'ai été entre la France et l'Autriche, donc à Vienne. Et mon financement de 4e année a été permis grâce à un financement privé de mon laboratoire à Vienne. Donc voilà, c'est comme ça que j'ai pu avoir un financement pendant 4 ans. Et pourquoi j'ai fait une thèse? Tout simplement parce que durant mon sujet de master, j'avais pas fini les recherches dessus et je me suis dit que ça allait peut-être être sympa de continuer. Et dans mon domaine, en tout cas, dans la spécificité du domaine des maladies génétiques, il y a un côté clinique, donc un côté relationnel avec les patients qui, moi, m'intéresse énormément. Donc, j'avais envie de continuer de faire donc mon travail en thèse, etc. Et aussi un peu parce que j'ai vu de la lumière et j'y suis allée. Voilà. Fallait bien que quelqu'un sorte Oui, ça. c'est pas mon expression, mais la personne qui a sorti cette expression s'en reconnaîtra. D'accord. Et donc, du coup, si j'ai bien compris, donc toi, tu as terminé ta thèse et donc Ah non. tu n'as pas... Bah, Non, oui, j'ai enfin, pas encore soutenu. t'as rendu ton manuscrit. En novembre. T'as rendu ton manuscrit. Est-ce que tu peux Oui. nous parler un peu de la rédaction ces derniers mois qui ont été, je suppose, vraiment pas évidents? Oui, alors pour moi, ça a été particulièrement difficile parce que j'ai dû rédiger en période de confinement. Je connais des personnes qui ont réussi en fait à allier confinement et écriture. Moi, ça a été plutôt une source d'angoisse, donc trouver l'inspiration pendant le confinement, ça a été plutôt compliqué. Au final, j'ai réussi à trouver mon rythme. De toute manière, l'inspiration vient quand elle vient, donc j'ai fait comme j'ai pu. Et au final, ça s'est plutôt bien passé et j'ai eu de bons retours, donc voilà. D'accord. Et juste pour finir, toi, contrairement, c'est vrai, aux deux camarades qu'on a entendu avant, toi, ton quotidien de thésard, c'était plutôt, tu allais au labo tous les jours, t'étais avec les mêmes personnes tous les jours, donc c'est vrai que dans ton domaine, Oui. tu étais moins isolé. Oui, voilà. Donc moi, de base, c'est un travail très communautaire. Dans mon laboratoire en Autriche, on était 30, donc une équipe de 30 personnes. Et du jour au lendemain, tu te retrouves tout seul chez toi avec des grands. Donc c'est vrai que c'est un peu compliqué. Et dans tout ce qui est domaine expérimental, du jour au lendemain, on a dû arrêter les expériences. Et au niveau production scientifique, c'est très compliqué vu qu'en fait, on n'a plus rien sur quoi se travailler. Donc on avait des analyses de données à faire qui datait un petit peu, dont on n'avait pas trop de temps avant, mais au bout d'un moment, on n'a plus trop d'analyse de données à faire. Et voilà, ne plus pouvoir se rendre sur son lieu de travail a été un peu compliqué.
Mais ouais, du coup, moi, mon quotidien, c'est... moi, j'ai des microscopes, contrairement à Alix. J'ai mon petit bébé microscope. J'ai plein d'autres matériels. Je travaille avec des cellules humaines, donc j'ai du matériel biologique. Il faut que je m'en occupe tous les jours. Donc voilà, c'est cool quand même. Bon, bah merci Lorraine pour ton témoignage. Et maintenant, je vais passer la parole à Nicolas. Salut Nicolas. Salut. Alors Nicolas, tous les mêmes questions, ton domaine, ton sujet, etc. Alors moi, mon domaine, c'est, bon, je vais pas dire un peu particulier, mais j'ai fait ma thèse dans un laboratoire qui traite de tout ce qui a trait à l'énergétique dans le bâtiment. Et moi, c'était quelque chose d'un peu à côté de ça, puisque c'était essentiellement de la mécanique des fluides, de la modélisation de mécanique des fluides, et donc modélisation numérique, essentiellement. J'ai pas eu l'occasion de faire des manips durant ma thèse. Et oui, petite information, contrairement à mes camarades qui sont ici, je suis actuellement en postdoc, donc j'ai déjà fini ma thèse depuis déjà 2 ans, et je suis pour le moment en tout cas encore dans l'universitaire. D'accord. Et du coup, comment ça s'est passé ta thèse là avec le recul que tu as maintenant? Ça a été un peu long. J'ai terminé avec... alors, dans notre domaine, la règle, c'est d'essayer de faire ça en 3 ans. Dans les faits, c'est plutôt 3 ans et demi. Moi, c'était un peu plus que ça, pas beaucoup plus. Donc, c'était un peu long, mais ça s'est très bien passé. Et j'ai eu beaucoup de chance, puisque la personne qui m'encadrait, déjà faisait partie de ces professeurs qui sont, on dit qu'ils sont encore publiants. Donc, c'est-à-dire qu'ils mettaient encore un peu les mains dans le cambouis et qu'ils travaillaient encore sur leur recherche et publiaient directement sans forcément l'aide de doctorants ou de leurs collaborateurs. Et qui plus est, il a tout de suite considéré que j'allais être un futur collègue. En fait, il m'a tout de suite considéré comme un collègue, qu'on avait des forces et des faiblesses l'un et l'autre et qu'on allait s'appuyer l'un sur l'autre pour pouvoir travailler. Ce qui a rendu la thèse et le travail ensuite, puisque je travaille toujours avec lui pour le moment, 2 ans et demi après, très agréable. Comme quoi, choisir son encadrement de thèse est très important, on ne le dira jamais assez. Alors, est-ce que tu peux nous parler un peu de toi, comment s'est passée ta recherche de thèse? Est-ce que c'est quelque chose que tu as toujours voulu faire ou comme Lorraine, tu as vu la lumière, t'es rentrée? Alors, ça faisait depuis que j'étais assez petit que je voulais faire de la recherche. À la base, pas forcément dans ce domaine-là. J'étais plutôt parti pour faire de l'astrophysique. Et puis après, je me suis rendu compte que les chances de faire de l'astrophysique étaient extrêmement faibles et la sélection très importante. Et durant mes études, je me suis intéressé à d'autres domaines. Et finalement, je me suis rendu compte que ce qui me plaisait, ça n'avait pas forcément trait à mon domaine, mais plus à la façon qu'on pouvait avoir de répondre à des questions ou de résoudre ce que j'appellerais être des casse-têtes. En particulier, j'ai fait une école d'ingénieur, et à la fin de l'école d'ingénieur, j'avais encore en tête le fait de faire une thèse, et j'ai regardé un petit peu les offres de stage qu'on avait en fin de cursus, et en fait, il n'y avait absolument rien qui me donnait envie, en fait, au niveau du type de travail ou au niveau des problématiques scientifiques qu'on pouvait aborder. Et du coup, la recherche, ça a été à la fois un projet, entre guillemets, depuis quelques années, et ça a été, je vais pas dire ma seule alternative, en tout cas la seule qui me donnait envie à ce moment-là. En tout cas, c'est super intéressant d'avoir ton témoignage parce que tu es un bon exemple pour dire que même en école d'ingénieur, on peut se diriger vers le doctorat. C'est quelque chose qui n'était pas trop mis en avant, mais qui commence de plus en plus à être mis en avant, et c'est important en fait. C'est pas parce qu'on est à l'université, enfin, on fait pas un doctorat juste parce qu'on est à l'université. Les ingénieurs aussi peuvent se diriger vers un doctorat, et ça, c'est important de le rappeler. Ça me semble assez important, et j'ai été aussi dans une école qui favorisait pas mal le contact avec les chercheurs, c'est pas forcément le cas de toutes les écoles, Ouais. et qui donnait assez de souplesse pour pouvoir se former aux problématiques de la recherche. Ok. Donc c'est pas mal qu'on ait cette possibilité-là. Après, je ne suis pas forcément convaincu que ce soit pour n'importe quelle personne qui ait fait une école d'ingénieur, puisque les problématiques sont... La façon d'aborder les problèmes sont
se recouvrent, mais ne sont pas totalement les mêmes. Donc ça veut dire qu'il Bien faut sûr. aussi accepter de se mettre en danger, d'apprendre de nouvelles façons de faire, et c'est pas forcément ni agréable, et puis d'autant plus que la thèse étant pas forcément très bien valorisée au niveau financier, par exemple, Ouais. ça fait une motivation, enfin il faut vraiment avoir envie de partir là-dedans. Ok. Voilà. Merci Nicolas. Alors maintenant, on va passer à Justin. Justin, mais désolé. Justin. Ah là là. En fait, je sais que depuis tout à l'heure, je vais l'appeler Justin et du coup, je sais pas pourquoi. Bref, on va passer à... Bon, désolé, je t'appelle Justin. Non. À Justin. Et en attendant, je voulais juste vous rappeler que si vous souhaitez intervenir avec nous par le biais de Skype, on va sélectionner 2-3 personnes pour qu'ils puissent poser des questions en direct. N'hésitez pas à écrire à l'adresse mail quad9docteurbdmt@gmail.com et on sélectionnera 2-3 personnes pour après interagir avec nous en direct. Donc vas-y, on t'écoute. Peux-tu nous parler un peu de ton sujet de thèse et dans le domaine dans lequel tu es, parce que toi aussi tu fais un truc un peu original. Alors, je suis géographe, et donc ma thèse porte sur la territorialisation des projets de transition énergétique utilisant le sous-sol. Et de manière particulière, j'étudie la géothermie profonde. Ok, alors est-ce que tu peux nous parler un peu de à quoi ressemble ton quotidien de thèse? Qu'est-ce qu'une journée type pour toi? Mon quotidien de thèse, ça dépend en fait, parce qu'il y a différentes phases. Là, je suis dans ma phase un peu de transition entre je sors de ma revue de littérature et je vais commencer le terrain. Donc en fait, globalement, mon laboratoire, c'est quoi? C'est un grand open space avec plein d'autres doctorants qui sont soit en sociologie, soit en géographie. Donc voilà, donc ça c'est mon quotidien. Donc je vais au labo entouré de ces gens-là. Et sinon, ma phase terrain, c'est beaucoup des phases d'enquête. Donc je vais voir des gens, je vais m'entretenir avec eux. Donc voilà, donc je sors de mon labo dans ces phases-là. D'accord, et comment ça t'est venu l'idée de faire une thèse? Est-ce que c'est quelque chose que t'as toujours souhaité ou tu t'es retrouvé là parce que t'as continué les années d'études et puis voilà, ça te semblait plutôt pas mal? Non, 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 c'était vraiment c'était un rêve de gosse de faire une thèse depuis tout petit. Et quand j'ai choisi mon master, en fait, j'ai regardé le labo, je me suis dit, tiens, les thématiques du labo sont pas mal, j'ai envie de bosser là-dedans. Et dans les premières semaines, je crois dès la première semaine ou la deuxième semaine, quand je suis arrivé dans ce master, j'ai fait le tour des profs, j'ai dit, bon, j'ai envie de faire une thèse, voilà, coucou, je suis là. Ok, et au niveau de ton financement, ça se passe comment dans ton domaine en règle générale et pour toi? En règle générale, il y a beaucoup de contrats doctoraux. Voilà, c'est des contrats doctoraux, donc la plupart des thèses sont financées. Bon, après, on n'a pas vraiment le choix des sujets. Disons que, bon, il y a ça, il y a tel contrat, est-ce que ça t'intéresse? On dit oui ou non. Voilà. Ok, super. Une dernière chose, est-ce que tu aimerais donner des petits tips, des petits conseils pour les gens qui voudraient se lancer dans une thèse un peu dans ton domaine? Bon, après, c'est assez général, je pense, ça, pour tous ceux qui veulent faire des thèses, apprendre à être organisé et rigoureux dans son travail et être curieux. Ok, cool. Merci beaucoup. Et maintenant, the last but not the least, on va accueillir Yannick. Nous t'écoutons. Salutations. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ton sujet de thèse, ton domaine, pour commencer? Alors, mon domaine, de manière générale, c'est les sciences atmosphériques. Donc, c'est un domaine qui regroupe pas mal de choses, qui donc, vise à étudier l'atmosphère et le climat. Et moi, spécifiquement, je travaille sur les particules qu'on appelle aérosols, qui participent à la formation des nuages et aussi qui ont une interaction avec le rayonnement du soleil. Et spécifiquement, moi, ce sont sur les nuages plutôt de glace qui sont un peu moins connus. Donc, voilà. D'accord. Est-ce que la thèse, c'est quelque chose que tu as toujours voulu faire ou est-ce que déjà... Attends, très bonne question. Est-ce que tu savais ce qu'était un doctorat avant que tu commences ton doctorat? Je savais ce que c'était en master, peut-être en L3, je me souviens plus, peut-être en L3. Parce qu'en fait, quand je suis arrivé en licence, du coup, je voulais plutôt faire prof de physique-chimie. En fait, après, la chimie, ça m'a énervé, donc je suis parti en physique. Mais j'ai quand même gardé l'idée
l'idée dans un coin de ma tête. Et après, en fait, dans les masters, j'ai vu un master de sciences de l'atmosphère et j'ai trouvé ça super cool, donc je suis allé là-dedans. Et en fait, au fur et à mesure de la licence, je me suis un peu renseigné sur la thèse et tout, et donc je me suis dit que ça m'intéressait, mais quand même, je gardais l'idée de prof. Et après, au fur et à mesure du master, en fait, je me suis fait embobiner là-dedans par moi-même et par les profs du master qui me voyaient bien faire de la recherche. Et voilà. Donc il y a un peu de motivation de la recherche, et de l'autre côté aussi, il y avait de la lumière, la porte était ouverte, je suis rentré. Du coup, ça se passe comment pour toi, ton quotidien de doctorant? Alors moi, là, ces temps-ci, c'est beaucoup d'ordi et de rédaction. Mais vu que je fais une thèse expérimentale, ça varie pas mal. Donc par exemple, dans la première année, je faisais beaucoup de manip. Donc j'étais beaucoup au labo, en manip sur un instrument de données. Donc avec finalement assez peu d'ordi, même s'il faut bien analyser les données à un moment. Et donc là, par contre, ces temps-ci, ouais, beaucoup de rédaction et d'analyse des données, etc. Ok. Mais sinon, je suis dans un labo où il y a beaucoup de... Enfin, il y a d'autres doctorants. Enfin, je suis dans un bureau où il y a d'autres doctorants, donc Ouais. il y a de la discussion, tout ça. Et du coup, pour finir, au niveau de ton financement, je suppose, vu qu'on t'a un peu tendu la main en mode ouais, tu peux faire un doctorat, je suppose que ça n'a pas été si compliqué que ça pour toi de trouver un financement en tout cas? Alors, il m'a fallu quand même candidater aux bourses ministérielles. Ouais. Enfin, aux bourses données par l'école doctorale, qui sont donc les bourses ministérielles. Donc, faut quand même avoir un dossier à minimum correct pour faire ça. Donc, compliqué ou pas compliqué, on va dire que ça dépend des notes. Moi, j'avais des notes qui étaient plutôt bien, donc du coup, c'est passé. Donc, ça dépend ce qu'on appelle le compliqué, quoi. Ouais, alors moi, ce que j'appelle compliqué, c'est que en fait, des fois, tu sais même pas quelle bourse tu peux avoir. Par exemple, moi, souvent, je parle du site internet qui s'appelle l'association Bernard Grégory. Et il y a plein d'étudiants qui ne savent pas que ce site vous permet de trouver des sujets de thèse et où vous avez juste à candidater, en fait. Parce qu'il y a plein de sujets de thèse où les laboratoires ont déjà les financements, que ce soit des financements régionaux, des financements ANR, donc de l'Agence nationale de la recherche. Et en fait, les étudiants, souvent, ils sont un peu dépourvus au niveau de la recherche de financement. C'est pour ça que je pense que pour certaines personnes, c'est un peu plus compliqué si tu n'es pas accompagné, en tout cas pendant ton master, quoi. En tout cas, moi, dans mon cas, je suis allé regarder les offres de thèse des différents labos qui m'intéressaient. Et après, voilà, j'ai candidaté sur un sujet. Donc par contre, j'étais pas sur le même sujet que mon stage de master. Ce qui... Ouais. Je pense suit pas forcément ce qu'ont fait les autres. Moi non plus, t'inquiète pas, moi non plus. Voilà. Donc ce qui peut être d'ailleurs, enfin, je trouve que c'est un accès qui peut être un peu plus compliqué qu'avoir fait son stage, parce que ça veut dire moins d'expérience dans le sujet quand on arrive, et donc vraiment commencer de zéro. Enfin, voir finalement, on va dire 6 mois de retard sur les autres. Donc, tout à fait. Tout à fait. Et c'est vrai que, alors juste une petite aparté, c'est sûr que quand vous faites votre doctorat, votre sujet de thèse sur votre dernier stage, vous avez, comme le dit Yannick, de l'avance en fait finalement, parce que vous avez de l'avance expérimentalement, de l'avance sur votre recherche bibliographique. En revanche, c'est pas parce que vous avez fait un stage sur quelque chose qui a rien à voir que vous n'allez pas réussir votre doctorat, quoi. Enfin, voilà. Mais c'est vrai que tu peux avoir une petite avance et finalement faire ta thèse en 3 ans et demi, 4 ans au lieu de 3 ans, quoi. Donc c'est sûr que c'est plutôt pas mal. Merci Yannick. Alors, avant de commencer notre chronique où on va être tous les 7 regroupés, donc je vous rappelle, si vous avez une question, que vous voulez interagir avec nous à l'oral, vous avez juste à envoyer un mail avec votre question et votre pseudo Skype à l'adresse quad9docteur@bdmt@gmail.com. Donc normalement, on vous rappelle l'adresse mail dans le chat. Et il y a d'ailleurs une personne qui attend pour qu'on l'appelle, mais en attendant, je vais passer à la scène de 7. Coucou! Alors là, on vous voit tous. Vous pouvez toutes et toutes démute vos micros. Donc là, vous voyez tout le monde, c'est merveilleux, les cams marchent bien. Ouf, ça c'est bien fait. Et voilà, donc on a rappelé la spécialité de chacune et chacun. Alors, avant de prendre notre première auditrice, j'aimerais vous poser une question à tous les 6. Une personne dans le chat a demandé
quel métier pouvons-nous faire en étant docteur, à part la recherche? Alors, si vous voulez, vous répondez un à un par ordre alphabétique, comme vous voulez, mais je pense que selon le domaine, ça peut changer, ça peut être intéressant. Je vous écoute. Ouais, je vais commencer. Ok. En domaine biologique, il y a tous les domaines industriels sur lesquels on peut travailler, donc c'est-à-dire hors académie. Donc, quand on parle de la recherche, faire de la recherche, c'est-à-dire être dans le monde académique. Mais il n'y a pas que ça. Possibilité, par exemple, de travailler en R&D dans une boîte pharmaceutique, par exemple, ou dans des industries de biotechnologie, etc. J'avais envisagé, par exemple, de travailler pour des boîtes de brevets, donc qui délivrent les brevets. C'est tout à fait possible. On peut faire de la médiation scientifique aussi, très important. Je ne sais pas si les autres ont d'autres idées, mais on n'est pas cantonné à l'académie quand on fait de la recherche. Vas-y. Ah, désolé. Je sais aussi qu'il y a beaucoup de recherche-action, donc on va dire des bureaux d'études qui sont montés par des docteurs. Donc voilà, sur des commandes et ils jouent un rôle d'expert. Voilà. Dans mon domaine, c'est quand même l'académique qui va primer. Après, ça va être un peu plus compliqué de faire autre chose, même si on acquiert quand même des capacités en doctorat que l'on peut faire valoir, disons, après dans le privé, mais c'est nettement moins de manière... Enfin, c'est un chemin moins direct. Voilà. Bah, en design, ça peut rejoindre parfois ce que disait Justin pour les personnes qui ont fait des thèses chiffres ou qui étaient dans des labos, dans des entreprises, etc. Bah, ça peut rejoindre aussi du coup ce type de montage R&D. Sinon, il y a aussi l'enseignement, parce qu'avoir une thèse, ça peut favoriser après certains postes dans l'enseignement. Et puis en design, il y en a qui considèrent ça aussi comme une sorte de parenthèse dans leur carrière de designer, un moment où elles auront pu approfondir certains sujets, certaines questions qui les préoccupent, pour ensuite réintégrer le métier de designer avec cette expérience-là en plus qui peut vraiment être utile. Alors, Nicolas, moi c'est un peu triché parce qu'on a un laboratoire qui est quand même assez proche de l'industrie. Donc en fait, la majorité des personnes qui font une thèse ne continuent pas en académique, mais continuent dans le privé. Et on va avoir pas mal de personnes en bureau d'études, on va avoir pas mal de personnes qui vont partir dans de la R&D, par exemple, ou alors qui vont... Enfin, ça va être des postes qui vont être finalement assez proches de ce qu'on peut avoir sorti d'école d'ingénieur en énergétique, mais par-dessus, avec une spécificité que le doctorat nous donne, qui nous permet de valoriser toute une expérience en recherche, et qui nous permet d'accéder à... En fait, potentiellement, ça va être des postes qui vont être créés lorsqu'on va faire une candidature spontanée, puisque ça va permettre vraiment de booster certaines équipes de recherche et développement ou de bureaux d'études pour se permettre de faire des choses qu'ils ne pourraient pas faire sans ces compétences technologiques et scientifiques qu'on apporte. Ouais. Yannick, tu as quelque chose à rajouter? Moi, pas grand-chose de plus. Peut-être si en sciences de l'atmosphère, je sais qu'il y a plusieurs doctorants qui après peuvent partir plutôt dans le développement d'instruments. Si ces doctorants ont travaillé évidemment sur ce genre d'instruments, etc. Ils peuvent ensuite aller soit dans des boîtes, soit dans des laboratoires qui vont fabriquer ces instruments-là. Donc ça peut être pour soit simplement de la maintenance, soit du développement de nouveaux instruments. Et sinon après ça se recoupe avec tout le reste du calcul, etc. Ok. Moi j'ai quelque chose à rajouter. Si vous êtes docteur, vous pouvez aussi vous diriger vers la voie de l'entrepreneuriat. Il y a beaucoup de concours qui sont actuellement réalisés, notamment un qui est soutenu par la BPI et qui s'appelle le concours iPhD. Et ça permet à des doctorants de 3e année ou des jeunes docteurs de se lancer dans l'entrepreneuriat. Donc vraiment, ça c'est quelque chose qu'on commence à penser petit à petit. Mais il y a aussi cette voie-là. Et il y a pas mal de docteurs qui montent leur boîte en fait après leur doctorat. Donc pensez-y.
Alors, on va prendre notre premier appel. En plus, on n'a pas fait exprès, mais la demoiselle s'appelle Mathilde. Alors, on va voir si Mathilde nous entend. Alors, vous risquez certainement d'entendre l'appel de Skype, hein, mais bon, c'est pas grave, ça fait vraiment RP comme ça. Alors, est-ce que nous avons des informations sur Mathilde? Quoi de neuf, docteur? Peux-tu nous envoyer... Ah, bonjour Mathilde, tu m'entends bien? Alors attendez, parce que là j'entends plus rien du tout. Ah, alors attendez. Ah si, c'est bon. C'est bon, tu m'entends bien? Enfin, Oui. désolée, je te tutoie. Pas de soucis, t'inquiète. Alors par contre, je viens juste de me demander, les copains du Discord, est-ce que vous entendez Mathilde? Non, c'est ça? Non. Non. Ah, alors, j'avais pas pensé à ça. Tu peux répéter la question, à la limite, c'est pas grave. Ouais, ok, alors je répéterai la question. Alors Mathilde, pose-nous ta question et je répéterai aux copains. Ok, alors, hop, je vais sortir ma petite note. Mais du coup, vous avez terminé de parler sur ce qu'il est en train de dire ou pas? Oui, Parce que c'est je tout veux pas bon. couper la conversation. Non, c'est tout bon, t'inquiète. Ok. Donc du coup, en fait, je voulais demander, parce que moi, je suis en Master 2 d'économie comportementale et décision. Et en fait, D'accord. c'est une discipline qui mêle l'économie à la psychologie. Et du coup, j'aurais été intéressée pour faire, pourquoi pas, un deuxième master en fait de psychologie. Et par la suite, j'aimerais m'orienter dans la recherche et donc faire un doctorat. Sauf que je voulais savoir si c'était possible et conseillé de faire un deuxième master avant de partir en doctorat ou s'il fallait plutôt s'orienter directement vers le doctorat, quitte à approfondir le sujet de mon côté Ok. pour pas perdre de temps en fait. Voilà. Alors, les invités. Notre chère Mathilde a un parcours, donc tu me dis si je me trompe, mais entre l'économie et la psychologie. Et donc tu es actuellement en Master 2, c'est ça Mathilde? Oui, c'est ça. Et elle se demande si elle devrait faire un Master 2 supplémentaire en psychologie avant d'attaquer un doctorat ou si elle peut se lancer dans un doctorat tout de suite et qu'elle va apprendre finalement sur le tas les compétences qui lui manquent. Qu'en pensez-vous? Donc là, je m'adresse plutôt au profil un peu plus SHS, etc. Alix. C'est un peu éloigné de mon domaine. Ouais. Après, je dirais que ça peut valoir le coup quand même de tenter un certain nombre de... de tenter les concours d'école doctorale parce que de toute façon, c'est toujours possible de se représenter après. Et que si jamais le concours n'est pas un succès, il sera toujours possible de faire un master en attendant pour après retenter encore une fois avec un dossier du coup plus béton quoi. Mathilde, t'es sur le live en direct, tu entends les réponses? Oui, c'est bon, ouais. Parfait. Est-ce que quelqu'un d'autre a quelque chose à rajouter? Par contre, j'ai un gros En fait, décalage. ça dépend de pourquoi elle veut faire un master supplémentaire. Est-ce que c'est vraiment des compétences qui sont vraiment nécessaires au doctorat, par exemple? Parce que j'ai eu des collègues dans mon domaine, par exemple en immunologie, qui venaient d'une école d'ingénieur et qui n'y connaissaient rien du tout en immunologie, et ils auraient réussi à se débrouiller. Donc ça dépend le pourquoi de ce master, en fait. Si c'est vraiment, elle pense qu'elle va en avoir foncièrement besoin pour être à l'aise dans son doctorat, je dirais oui. Mais si c'est des compétences qu'elle peut acquérir pendant son doctorat, pas forcément. Ouais, moi je suis plutôt d'accord avec Laurette, Mathilde. Pour mon exemple personnel, mon sujet actuel, c'est de l'impression 3D. Alors certes, j'ai fait de l'impression 3D en stage de Master 2, mais j'ai fait de l'impression 3D sur un matériau qui n'avait rien à voir. Et en fait, tu apprends. Le doctorat, on l'oublie souvent, mais c'est un diplôme. Vous êtes là pour apprendre. Donc, si les premiers mois, tu patauges dans ta recherche bibliographique, tu dois un peu redéfinir certains termes, ou même carrément, en fait,
une chose qui est très importante, c'est que pendant votre doctorat, vous devez faire des heures scientifiques et des heures non scientifiques. Et en fait, dans tes heures scientifiques, tu peux inclure des cours de master. Et donc, si tu veux, tu peux, au début de ton doctorat, avoir des cours d'un master qui t'intéresse en parallèle pour quelques jours par semaine. Et en fait, finalement, tu peux rattraper un peu ton retard comme ça. Donc ça, c'est très important à savoir. Ok. Est-ce Merci beaucoup. que quelqu'un d'autre a une dernière chose à rajouter avant qu'on passe à la prochaine invitée? Ouais, moi je pense juste que dans tous les cas, quoi que tu choisisses, Mathilde, c'est important aussi de se souvenir que on a une discipline de départ, entre guillemets, même si on est souvent au croisement entre plusieurs disciplines. Et donc, je pense que ça fait partie aussi du travail de thèse, que d'accepter qu'on ne pourra pas tout savoir et que, moi, par exemple, je suis un peu entre le design, la sociologie des médias et les études féministes. Et en fait, au début, c'est comme si je voulais rattraper un niveau M2 en études de genre, par exemple. Et en fait, j'ai dû accepter que je ne pourrais pas avoir le même niveau. Et en fait, c'est pas grave. Et il faut réussir à faire un petit peu ce deuil-là de la connaissance infinie. Faut réussir à se concentrer vraiment sur son sujet et sur ce qu'on a envie d'en faire, en fait, de cette interdisciplinarité. Voilà. Ok. Du coup, Mathilde, est-ce que tu as un message à faire passer, un petit mot avant que nous raccrochions? Non, pas spécialement. Là, j'ai un petit décalage, donc en fait, j'entends à peine la réponse à la Ah, question. mince. Donc, c'est un peu compliqué, mais sinon, non, pas spécialement. Merci beaucoup, en tout cas, de répondre à nos questions, parce que c'est vrai qu'on n'est pas très renseigné sur le doctorat, donc merci beaucoup. Merci à toi d'avoir appelé. Et puis, de toute façon, on reste sur le chat si jamais tu as des questions. On répondra après à des questions comme ça sur le chat. Merci à toi. Au revoir. Au revoir. Alors, on va appeler notre prochaine invitée. Donc, c'est Julie. Donc, j'appelle Julie. Oui, du coup, les copains, si vous avez quelque chose à rajouter, c'est vrai que souvent, on se dit « Ah, on n'a pas les compétences nécessaires pour se lancer dans le doctorat. » Mais en fait, on apprend sur le tas, quoi. C'est ça. Hello. Alors, Même en troisième année, tu continues d'apprendre des choses. Ouais, on apprend toujours. Bonjour Julie, tu m'entends bien? Oui, j'entends. Ok, alors, donc pareil, je vais devoir répéter ta question après aux invités, mais je t'écoute. Il y a trop de monde qui demande si j'entends et je sais plus. C'est bon, on t'entend. D'accord. Ok, il y a beaucoup de décalage. Ok, c'est pas grave. Du coup, je suis Julie, je suis aussi en doctorat en design comme Élise. Ok, une doctorante en design. Et comme elle, je suis pas inscrite dans le design non plus, donc en ergonomie. Et en fait, je voulais un peu parler de cette question de construire une discipline qui n'existe pas et que finalement, c'est les doctorants qui contribuent à bâtir. Donc ça, c'est assez spécifique à la recherche en design, mais je pense qu'il y a une question plus large aussi pour tous les autres qui est est-ce que parfois leurs recherches les ont amenés à sortir de leur cadre disciplinaire et est-ce que ça a été bien reçu par leurs pairs ou non? Ouais, super intéressante ta question. Donc, d'abord, je vais la poser à Élise et après, les autres, vous pourrez réagir. Donc, Julie demande, qu'est-ce que c'est de finalement construire quelque chose qui n'existe pas encore? Comment ça se passe avec tes pairs qui, eux, sont déjà là depuis longtemps et ont bâti quelque chose, mais toi, tu arrives avec quelque chose de nouveau, surtout dans votre domaine, dans le design. Comment ça se passe pour toi? Qu'est-ce que tu en penses? Quels conseils tu aurais, je pense? C'est une super bonne question parce que c'est vrai que au début c'était très intimidant pour moi d'arriver dans un domaine où il n'y avait pas grand-chose qui avait été fait ou alors surtout par le milieu anglo-saxon en fait et pas trop vers la recherche en France. Je pense qu'il faut pas voir trop grand non plus et il faut se souvenir qu'en fait c'est pas parce qu'on est un peu les premières à faire quelque chose qu'il faut qu'on fasse tout et qu'on étudie tout. Justement, le but, et ça j'en ai discuté avec ma directrice de thèse, c'est aussi de faire du défrichage.
et d'accepter qu'on ne pourra pas aller autant dans le détail que dans des domaines où la recherche est déjà avancée depuis plusieurs dizaines d'années. Et donc, accepter de faire du défrichage, accepter d'avancer moins vite ou de faire moins de choses que ce qu'on aurait prévu au départ, parce que c'est aussi notre travail qui va donner envie à d'autres personnes de le poursuivre. Donc voilà, essayer de garder ça en tête. Moi, ça m'aide pas mal à dédramatiser et à pas sentir tout le poids de la recherche en design sur mes épaules, quoi. Pour les autres, est-ce que vous avez déjà entendu comme ça des choses qui sont nouvelles dans votre domaine, c'est-à-dire des nouvelles problématiques, des nouveaux sujets qui finalement émergent par le doctorant et pas forcément par les directeurs de thèse? Est-ce que c'est quelque chose que vous avez déjà été confronté? Est-ce qu'on m'entend? Oui. 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 Alors, étant donné que... Donc, je parle pour en littérature, par exemple, que ce soit en littérature ou en CV, en anglais notamment, de manière générale, nous, on a tendance à choisir notre sujet. C'est différent de ce que je sais des sciences fondamentales où souvent vous postulez sur un sujet, sur une question de thèse. Nous, c'est nous qui amenons notre propre question, et donc ça peut totalement arriver qu'il y ait des sujets parfois assez originaux et qui sortent un peu des sentiers battus, et c'est comme ça que la recherche avance au final. Donc voilà. Après, en effet, comme le dit Élise, il ne faut pas non plus se mettre trop la pression, c'est-à-dire que une thèse, on est quand même limité en temps, etc., et que ça reste au final comment dire, c'est pas une fin en soi. Voilà, c'est une porte, c'est une ouverture sur plus, mais que c'est pas, c'est pas une fin. Voilà. Ok, vous avez quelque chose à rajouter, les copains? Finalement, mais après, c'est plus une réflexion que je me fais. Ce qu'on fait, c'est pas vraiment nouveau, et en même temps, c'est nouveau. En fait, c'est comme dit l'expression, on est des nains sur des épaules de géants. Donc finalement, quoi qu'on fasse, on crée de nouvelles choses à notre échelle. Il y en a, c'est carrément de nouvelles disciplines, de nouveaux champs, de nouvelles perspectives. D'autres, c'est vraiment un point qu'on n'aurait pas pensé. Mais voilà, toujours se dire que, ok, quoi qu'on fasse, toujours garder cette humilité de tout le savoir déjà d'avant. Ouais. Donc on est dans un processus. En fait, c'est vrai que souvent, moi j'ai déjà eu des collègues qui disaient que oh, j'ai l'impression que ma thèse elle a servi à rien, etc. Mais en fait, il faut que vous vous rendiez compte que les recherches que vous aurez fait en minimum 3 ans, voire plus selon le domaine, c'est une pierre à l'édifice. Peu importe la taille de la pierre, c'est quand même une pierre à l'édifice. Et votre thèse est ce qu'elle est, mais elle permet finalement de faire avancer le sujet. Et donc, tous et toutes, à notre échelle, on apporte un peu de nouveauté à chaque fois, même aussi infime soit-elle, ça fait toujours plus de nouveautés, quoi. Est-ce que quelqu'un d'autre a quelque chose à rajouter ? Non ? Bon, du coup, Julie, je vais te laisser. Est-ce que tu as un dernier mot à faire passer ? Non, je suis tout à fait d'accord avec Élise. Ok. Bon, écoute, merci de ton appel et puis n'hésite pas à échanger sur le chat en tout cas et on espère avoir répondu à tes questions. Alors, avant de passer à la chronique que vous attendez tous, la chronique Quoi de neuf docteur, on va juste répondre à une dernière question. Donc, je m'adresse à vous tous. Donc, c'est une question qui nous a été posée dans le chat. Et pareil, je pense que vous allez répondre un à un. Avez-vous douté de vos capacités à réaliser un doctorat avant de vous lancer dans cette aventure ? Donc, c'est une question très généraliste. Mais voilà, je vous laisse tous répondre avec votre ressenti. Oui. Oui. Vous pouvez un peu argumenter. Alors, oui, je dirais qu'on en a pas. Moi, personnellement, j'en ai douté avant, et même maintenant, 4e année, des fois, j'en doute toujours de mes capacités à faire une thèse. Donc, oui, la réponse est oui.
D'autres c'est quelque témoignages? chose, j'ai répondu déjà dans le chat, et c'est un peu, mais pas tant que ça avant. Et par contre, pendant la thèse, oui, clairement, parce que c'est un peu là où on se rend compte de la montagne que c'est. Mais je pondérerai un peu en disant que dans le milieu académique, on voit des personnes qui ont réussi, entre guillemets, à se faire un sacré nom avec des recherches qui sont pas forcément de qualité extraordinaire. Et ça permet aussi un peu de contrebalancer. C'est un amoncellement de plein de petites connaissances. Et qu'en fait, les personnes qu'on pense être extraordinaires, bien au-delà de notre niveau, on se rend compte qu'ils sont finalement un peu comme nous aussi. Donc ça permet aussi de contrebalancer ce syndrome de l'imposteur en se disant, mais en fait, l'intégralité des chercheurs, ou la quasi-intégralité des chercheurs sont comme nous, ont leurs limites, et pourtant, ça ne les empêche pas d'être de très bons chercheurs. Je rajouterais deux choses à ce que tu dis sur ce syndrome de l'imposteur. C'est très important d'être. Enfin, l'encadrement, à mon avis, fait beaucoup. Mon directeur de thèse, s'il regarde le live, je le salue. Euh, on peut espérer. Si voilà, on est accompagné, enfin, finalement, on est pris. Enfin, si on a été pris, c'est qu'on a la confiance des gens. Enfin, ils vont pas se dire, bah, on va faire un contrat financé s'ils n'étaient pas sûrs des capacités des personnes. Donc, ça m'aide à pondérer. Et le deuxième point que je dirais, c'est aussi enfin, le sentiment qu'on a un peu d'imposture ou des capacités. J'aimerais dire qu'il faudrait sortir de ok, c'est l'individu en tant que tel, mais c'est tout le système académique qui pousse à, parce qu'on est en compétition les uns des autres, à la publier, à la performance, et finalement se dire, ben, c'est pas forcément. Oui, finalement, il faut sortir de cette course, et une fois qu'on fait un peu ce détachement, se dire, ok, on est des humains, avec nos forces, nos faiblesses, des fois on peut être en pleine forme, des fois on peut être un peu plus fatigué, mais si on arrive à faire ce qu'on fait, ben, de tout c'est fait capable. Très bien. Très très beau. Élise, tu veux rajouter quelque chose? Moi, le plus gros doute que j'ai eu sur ma capacité à faire une thèse, c'était surtout le moment où j'étais en train de commencer à penser à mon projet et à rédiger mon sujet, et le moment où je commençais à réfléchir à qui allait me diriger. Et j'étais hyper impressionnée en fait par la carrière en lisant les CV ou les petites biographies, voire les pages Wikipédia des personnes qui pourraient éventuellement diriger ma thèse. Et en fait, j'étais super intimidée. Et finalement, c'est en rencontrant celle qui est devenue ma directrice de thèse pour la première fois que je me suis dit, si elle me dit que mon projet est cool, ben, c'est qu'il doit être cool, parce que je veux dire, il y a pratiquement personne au-dessus d'elle, elle pèse dans le game, dans ma discipline. Donc si elle trouve mon projet chouette, c'est qu'il doit l'être en fait. Et au bout d'un moment, il faut aussi accepter un peu le compliment, quoi, et se dire qu'on a le droit d'être là. C'est beau. Je sais pas, bah tiens, Code 9 Docteur, on ne te voit pas encore, mais t'as quelque chose à rajouter sur cette question? Sur cette question? Oui. Ouais, je sais pas. En fait, alors moi je me présente hein, déjà, voilà, parce que je suis comment dire, dans les coulisses de Le ce régisseur. chat. Le régisseur, exactement. Moi, dans mon cas, voilà, j'ai eu un gros syndrome de l'imposteur également pendant ma thèse. Hein. J'ai fait une thèse voilà, en sciences des matériaux au laboratoire Mathéis. Et en effet, ça a été compliqué, surtout au milieu de ma thèse, parce que je me suis rendu compte qu'en fait, pour moi, j'avais pas le niveau. Et en fait, tout s'est débloqué à partir du moment où j'ai reçu des résultats et que surtout mes directeurs de thèse ont commencé à s'intéresser à ce que je racontais. Et il y a eu un déblocage à ce moment-là, et en fait, on commence à prendre la confiance. Et ce qui est assez bizarre, ce qui est assez étrange, c'est que le meilleur moment de ma thèse, en fait, ça a été pratiquement la rédaction. Parce qu'en fait, le syndrome d'imposteur a disparu, puisque je me suis senti vraiment, pour le coup, chercheur. Et j'avais une discussion super intéressante et super nouvelle, finalement, sur un sujet qui intéressait non seulement mes directeurs de thèse,
mais également toute la communauté qui s'intéressait. Alors, c'était sur les caoutchoucs naturels, donc c'est une petite communauté, on est une cinquantaine, hein, clairement. Mais ça devenait vraiment intéressant et ce syndrome-là a disparu. Donc voilà, mon conseil pour ceux qui ont peur, c'est de persévérer, c'est de continuer à croire en vous, essayer même si vous avez des moments de flottement, des moments de mou, etc., c'est pas grave parce qu'à un moment donné, ça se débloque et à un moment donné, vous vous sentez vraiment chercheur et à la fin, vous êtes récompensé et vous allez voir après, dans votre métier futur, ces émotions que vous avez ressenties, finalement, elles vont vous servir, vous allez mieux vous comprendre. Et puis, après, vous serez beaucoup plus efficace, vous arriverez à diriger même des tests, peut-être. Moi, c'est mon cas aujourd'hui. Donc, voilà. Ok, merci. Du coup, avant de repasser à vous, chers invités, à la fin du live, pour peut-être répondre à quelques petites questions sur le chat, on va passer maintenant à la chronique Quoi de neuf docteur. Alors, donc la chronique Quoi de neuf docteur est présentée par le monsieur qui vient de vous parler. Et Voilà. donc, je te passe la parole. Donc aujourd'hui, tu vas nous parler de l'histoire du doctorat et nous faire un peu une rétrospective, finalement, des débuts du doctorat en France, hein, c'est ça, hein? Alors, oui, en France, notamment, en fait, alors tu peux mettre le diaporama C'est et bon. je te laisse gérer, voilà, je te laisse gérer C'est le bon, tu me diaporama. dis juste quand passer. Oui, d'accord. Alors, c'est vrai que bon, quand on a discuté avec Mathilde de la chronique, on s'est dit, il y a un sujet qui pourrait être intéressant, finalement, c'est l'histoire du doctorat. Parce que c'est quelque chose que, moi, clairement, je me suis dit, mais en fait, comment ça marche? Qu'est-ce qui s'est passé dans l'histoire pour qu'on en arrive là aujourd'hui? Alors, je ne vais pas vous faire une présentation complète de l'histoire du doctorat, parce que c'est quand même relativement long, mais quelques anecdotes amusantes, et notamment du Moyen-Âge jusqu'à aujourd'hui, en quelques points. Alors, sur la première diapositive, vous voyez que finalement, les premiers docteurs sont apparus en France au XIIIe siècle. Donc ça, c'est une première information importante. Et que les doctorats étaient uniquement conférés dans 3 disciplines différentes, qui est le droit, la médecine et la théologie. Là, on peut voir sur la droite une image, finalement, qui est une scène de soutenance d'oral, de doctorat, qu'on peut retrouver au Moyen-Âge. Donc vous avez finalement les différents protagonistes qui ont des tuniques bien particulières, avec notamment des chapeaux qui correspondent bien finalement au symbole du doctorant, en tout cas du docteur. Et ce qui est assez amusant, c'est que finalement, à cette époque-là, l'épreuve était uniquement orale, c'est-à-dire qu'il n'y avait aucun écrit. Il y a le président du jury qui posait des questions, et la personne qui passait son doctorat devait répondre, devait argumenter, essayer de trouver des moyens d'expliquer son argument, c'est ce qu'il pensait, juste avec une épreuve orale. Et ça, je trouve ça assez amusant, puisque maintenant, on a trop l'habitude de rendre un manuscrit de thèse avec des explications, et puis on est jugé sur ça, et l'oral passe presque après. Et alors, il y a une chose qui est importante aussi, c'est que cette orale, elle est dénommée Vesperi à l'époque. Pourquoi Vesperi? Parce que le mot vient du mot latin vesper, qui veut dire en fait nuit-soir, parce qu'en fait, cette soutenance de thèse se passait généralement en soirée. Donc ça, c'est assez amusant, parce que vous savez très bien qu'après la soutenance de thèse, il y a des festivités. Donc c'était pour ça qu'ils appelaient ça la Vesperi. Voilà. Est-ce que Mathilde, tu peux passer à la diapo numéro 2? Tout à fait. Merci. Hop. Voilà, le diplôme, donc à cette époque-là, au Moyen-Âge, le diplôme du doctorat était réservé à une élite. Alors, qu'est-ce que j'entends par élite? C'était des gens qui possédaient énormément d'argent, puisque c'était l'argent qui constituait un puissant facteur de sélection. En effet, le coût du doctorat était extrêmement élevé. Alors, j'ai envie de faire un petit jeu pour le chat, j'espère que vous allez participer. J'ai trouvé une information sur le coût de l'inscription du doctorat à l'Université d'Avignon en 1441. À votre avis, combien coûtait, en euros, je parle, cette inscription? Voilà, je vous laisse 1 minute pour répondre. On va voir si vous arrivez à trouver la réponse. Alors, 100 000 euros, c'est peut-être un petit peu cher quand même. Non, personne d'autre? 34 000, 50 000, 12 000. Ah, on n'est pas loin.
Alors en fait, le vrai prix, alors on va parler d'abord en écus, c'était 50 écus. Et je me suis, je suis allé chercher un convertisseur écu-euro de l'époque. Et en fait, ça correspond à 15 600 euros. Vous vous rendez compte? Bon, alors vous dites 10 000 euros, donc ça c'est énorme, mais 15 600 euros, c'est encore plus. On peut compter en vrai. Et d'ailleurs, ce prix a légèrement diminué en 1503 et il est passé à 30 écus, qui correspond à peu près à 8 000 euros. Alors pourquoi ça coûtait aussi cher? C'est notamment dû au fait qu'il y avait de véritables festivités après la soutenance. Parce qu'en fait, le doctorant devait offrir à chacun des professeurs membres du jury un cadeau. Et ce doctorant devait également organiser des bals, des promenades à chevaux, pour non seulement les membres du jury, mais également pour tous ses amis et tous les gens qui ont été conviés à la soutenance de la thèse. Donc c'est assez amusant. Vous vous imaginez aujourd'hui, hein, si voilà, vous faites votre soutenance de thèse, et puis que vous voulez inviter vos amis, je ne sais pas, à Disneyland, bah, vous faites voilà, le calcul, hein, la place de Disneyland, ça coûte 60 euros, il y a 50 personnes dans la salle, bon, bah, ça revient à 3 000 euros. C'est extrêmement cher. Voilà, le doctorant, vraiment, voilà, il devait payer ça pour passer sa soutenance. Donc c'était vraiment, vraiment destiné à une élite. Alors, on trouve dans les écrits qu'on a la même description dans les autres pays, hein, Italie, Allemagne, Pays-Bas. Et vous pouvez voir sur l'image de droite, finalement, à quoi ressemblait un banquet au Moyen-Âge. Hein. Donc on a différents protagonistes avec voilà, beaucoup de nourriture, de vin, etc. Donc ça ressemblait, voilà, c'est un petit peu comme finalement nos soutenances actuelles, sauf que bah, c'était plus... Soutenance actuelle. Comment ça? Bah, en ce moment, il n'y a plus trop de soutenance, hein, quand même, je tiens à dire. Oui, mais actuelle, avant Covid. Ouais, voilà. Merci. De rien. Tiens, d'ailleurs, est-ce que tu peux passer à la diapo suivante, s'il te plaît? Tout à fait. Voilà. Merci. Du coup, alors là, on arrive au niveau de la Révolution française. Et en fait, dès 1780, il y a eu l'apparition des premières thèses écrites. Donc ça, c'est assez amusant. Ils ont commencé à mettre sur écrit leurs arguments pour défendre leur thèse. Et bon, c'était assez modeste, hein, c'était quelques pages, pas plus. L'exercice restait uniquement, enfin principalement oral. Hein. Vraiment, c'était quelques pages. Et en plus, c'était écrit sur un support qui était plutôt élégant, c'était du satin. Alors vous imaginez écrire 300 pages de thèse sur du satin, ça devient un peu compliqué. Donc ils se sont contentés d'écrire quelques idées sur quelques pages sur du satin. Après, ça a évolué un petit peu, puisqu'en 1804, les thèses écrites deviennent de plus en plus répandues avec l'adoption du Code civil au moment de Napoléon. Et en 1830, les écrits passent de quelques feuilles à une soixantaine de pages. Donc là, on voit une réelle évolution. Et c'est en 1855 où on voit finalement la première thèse qui est soutenue par monsieur Paul de Salvandy. Vous avez la première de couverture sur cette diapositive. Et il a écrit, une thèse de 378 pages et il a soutenu sa thèse. Voilà, donc un petit peu le format actuel de la thèse. On peut voir notamment sur la première de couverture, hein, on a bien le nom du doctorant, les différents membres du jury. Alors ce qui est assez étonnant, c'est qu'on n'a pas le titre de la thèse. Là, pour le coup, on ne sait pas de quoi ça parle. Mais bon, c'est une thèse en droit, on a la faculté de droit de Paris. Voilà, j'ai trouvé ça intéressant. Est-ce que Mathilde, tu peux passer à la dernière diapo? Super. Le 15 mars 1850, cette fois-ci, l'État a décidé de laisser libre choix au doctorant du sujet de sa thèse. Alors évidemment, il y avait des conditions à cela. Hein. Le thésard devait proposer 11 sujets différents, c'est assez étonnant, qui devaient porter, alors là c'est pour la thèse en droit, hein, qui devaient porter sur différentes branches du droit, et sur lesquels le candidat serait voilà, interrogé. Et ce qui est étonnant à cette époque-là, c'est qu'il y avait un système de notation assez particulier avec des boules de couleurs. Alors voilà, c'est assez étonnant. Les boules de couleurs que vous voyez à droite, donc il y a une boule blanche, une boule rouge et une boule noire. Et en fait, les 5 membres du jury, donc il y avait 5 personnes, devaient, à la fin de la soutenance, choisir une boule. Donc un petit peu comme dans Motus, en fait. C'est assez rigolo. Et en fait, si la boule était blanche, c'est qu'il s'abstenait de décider si oui ou non il avait apprécié la soutenance. La boule rouge, ça voulait dire que c'était un travail excellent.
Et la boule noire, vous l'imaginez bien, hein, c'était pas forcément un bon travail. Et lorsque le thésard arrivait à obtenir les 5 boules de couleur rouge, c'était considéré comme un excellent thésard, il avait fait de l'excellent travail. Donc voilà, c'est assez étonnant. En 1880, il y a eu une explosion du nombre de docteurs, alors, et avec qui était accompagnée d'une baisse de la qualité des écrits. Alors, ça s'explique assez facilement, c'est parce qu'en fait, les gens à l'époque voulaient éviter leur service militaire de 2 ans, et un des moyens d'éviter leur service militaire était de réaliser un doctorat. Donc, ils se sont dit, les petits malins, ils se sont dit, tiens, je vais faire un doctorat, même si je suis pas bon, c'est pas grave, je vais m'y inscrire, comme ça, je vais louper le service militaire, et voilà, je vais pouvoir passer mon doctorat. Donc, c'est pour ça que il y avait une baisse de qualité des écrits, hein, forcément, parce que les gens, en fait, finalement, n'étaient pas forcément investis dans leur travail. Et ça a été notamment rapporté par tous les professeurs de l'époque, et ça a fait scandale, etc. Et la dernière anecdote qui est intéressante, c'est qu'en 1913, il y a eu l'abandon du système de notation à boules. Hein. On a oublié cette méthode. Vous imaginez bien aujourd'hui avec nos professeurs devant nous là, qui vont noter notre prestation avec des boules. Non, ça n'existe plus. Et maintenant, on remplace ce système de notation par des mentions, mentions honorables, etc. C'est plus pour dire quelque chose. Il n'y a pas vraiment de système de notation, parce que la thèse, en tout cas dans la science dure, c'est plutôt protocolaire. Hein. Voilà. Donc, et je passe à la dernière diapo. Ah bon, il y en a une dernière? Oui, il y en a une dernière. Voilà, je vous remercie de votre attention. J'espère que ça vous a plu. Et si vous avez d'autres sujets sur lesquels vous voulez qu'on discute, vous pouvez m'envoyer un mail du coup sur l'adresse mail qui s'affiche en bas, quad9docteurbdmt@gmail.com. L'idée, c'est pour les prochaines sessions de faire un petit peu la même chose, une chronique assez rapide avec un sujet amusant qui concerne le doctorat. Donc si vous avez des idées, moi je suis prêt à les écouter, limite à voir vos références bibliographiques sur le sujet. D'ailleurs, vous retrouvez les références bibliographiques que j'ai utilisées pour monter cette chronique. Voilà, si ça vous intéresse d'aller voir un peu plus précisément ce que j'ai pu raconter aujourd'hui. Voilà, je vous remercie. Merci, c'était Quad 9 Docteur. Faudra que je fasse un petit générique pour ta petite chronique. Ok, alors du coup, pour finir ce live, on repasse avec tous les invités. Et donc, je vous invite, chers téléspectateurs, à poser vos dernières questions si vous en avez. On va y répondre tous ensemble. En tout cas, j'espère que ce genre de live, ça vous aide, que ça aidera vos amis ou voilà, que ça vous donnera envie de faire un doctorat. C'est vrai que bon, le format peut être retravaillé. Peut-être que c'était trop court, peut-être que c'était trop long. Voilà, en tout cas, vous pouvez nous envoyer les suggestions, il n'y a pas de souci. Motivez-moi à faire un doctorat. Mais c'est cool le doctorat, c'est cool, faut se lancer. Donc voilà, n'hésitez pas si vous avez des dernières questions. Est-ce que vous avez des choses à rajouter, chers invités ? Un petit mot à faire passer, un petit advice, un petit tips. Ah, alors attendez, on a une question. Quelqu'un dans le chat nous demande pouvez-vous dire quelques mots sur votre acceptation? Quelles ont été vos démarches? Alors, les démarches, comme tu as pu le voir si tu étais là au début du live, sont assez différentes selon le domaine dans lequel tu postules. Il y en a qui vont postuler aux contrats doctoraux, il y en a qui vont postuler à des sujets de thèse où il y a déjà des financements. Donc ça dépend en fait. Après, acceptation, c'est-à-dire? Je pense que c'est de savoir si t'es pris oui ou non en thèse en fait. Ah. Enfin, je pense que la question était ça. C'est un peu comme dit comme indiqué par Mathilde, c'est très différent d'un domaine à l'autre, c'est très dépendant aussi des sources de financement. On va avoir par exemple les bourses doctorales, donc qui sont des bourses publiques, qui elles sont en fait des bourses d'excellence du candidat, et donc on passe devant un jury et tout ce qui va avec, et il y a une sélection qui est faite et qui est souvent assez difficile. Mais on a d'autres sources de financement dans lesquelles si l'école doc a un droit de regard, à partir du moment où le chercheur qui récupère la source de financement a un candidat qu'il présente,
il n'y a pas vraiment de sélection, si ce n'est quelque chose qui ressemble finalement à un peu un entretien d'embauche, enfin une démarche d'embauche assez classique. Et du coup, pour l'état chiffre, c'est encore autre chose. Enfin, c'est très très dépendant de la source de financement. Certaines fois, c'est par concours, des fois, c'est difficile de donner une réponse. Dans mon cas, ça a été un projet régional sur lequel j'ai passé 2 entretiens téléphoniques et c'était moi parmi d'autres candidats et c'est ma candidature qui a été retenue et ça s'arrêtait à peu près là. Ouais. Vous avez d'autres choses à rajouter, les copains? Non, moi c'était comme Nico, hein, pour le coup. Ouais. Je me mute. Oui, alors pour le coup, par exemple dans mon domaine, étant donné qu'on n'a pas forcément un financement, en fait on peut faire une thèse sans financement et dans ce cas-là, il y a l'acceptation est différente parce qu'il y a l'acceptation de est-ce qu'on a un financement ou pas, mais vu qu'on peut quand même s'inscrire en thèse tout en ayant un travail différent à côté, voilà, il y a différentes façons de faire une thèse et dans ce cas-là, c'est sûr que si on ne cherche pas un financement, il y a moins de pression, même si après il faut faire la thèse en parallèle d'un travail à côté. Mais en effet, c'est très domaine dépendant, quoi. Alors, on a une autre question sur le chat qui nous dit: conseillerez-vous à un nouveau doctorant qui commence ses recherches de commerce à se confronter à des terrains de recherche le plus tôt possible ou plutôt d'attendre et d'approfondir son sujet seul pour ensuite se confronter aux acteurs de ces terrains de recherche? Bon, après, je connais pas ta discipline, le commerce, mais je sais qu'en géographie ou en sociologie, c'est vraiment quelque chose un peu parallèle finalement. Même si tu commences par une base, disons qu'il y a plusieurs écoles. Il y a l'école il faut vraiment que ça soit bien séparé. D'abord, on fait la littérature, puis on fait le terrain. Voilà, c'est bien séparé. D'autres qui disent non, il faut faire le terrain, puis la littérature, pour comprendre. C'est compliqué. Moi, je suis plutôt partisan de dire ok, on fait de la littérature, mais en même temps, il faut aussi se renseigner sur le terrain. Comme ça, l'un et l'autre se nourrit. Et comme ça, quand on arrive vraiment à faire des entretiens, on débarque pas, quoi. On connaît un peu le contexte local où on met les pieds. Moi, tu peux toujours demander à tes pairs qui sont là pour ça aussi, de demander à tes collègues comment eux, ils ont abordé leur étude, qui pourront donner des conseils aussi. Après, je connais pas spécialement le commerce non plus, mais je sais que moi, par exemple, j'ai mis assez longtemps à aller vers la partie terrain. Et c'est aussi parce que simplement, j'ai jamais été formée aux techniques d'entretien. J'ai jamais été formée à l'ethnographie, à ce genre de choses. Et donc, j'avais vraiment besoin de prendre ce temps-là pour moi, pour apprendre à faire ça. Mais j'ai mis un premier pied dans mon terrain aussi parce qu'il y a une partie des sujets de mon enquête où ça se passe en ligne, donc je peux faire une première observation par moi-même avant la partie entretien. Mais donc, je pense que c'est OK aussi d'avoir besoin d'un temps pour se former et pour prendre la confiance avant de mettre le pied dedans tout de suite. Moi, je vais rajouter quelque chose aussi. J'ai commencé ma thèse avec un terrain, du coup, enfin une campagne de terrain, ce qui revient peut-être un peu au même, je sais pas exactement, mais j'ai commencé vraiment le premier jour de ma thèse avec. Est-ce que chez vous... J'avais pas forcément la littérature. Du coup, Alors, Yannick, peux-tu répéter ta dernière phrase parce que ça a coupé? C'était quoi ma dernière phrase? Tu as commencé ta thèse avec une étude de terrain? Ouais, du coup, j'ai commencé ma thèse sur un terrain de mesure. Et du coup, vu que j'ai vraiment commencé par ça, j'avais pas de recul là-dessus. Et du coup, je pense que c'est important quand même, si on a le choix, de préparer un minimum avant, ne serait-ce que savoir quel genre de choses on va faire avec les données du terrain, ce genre de choses-là. Ou enfin ouais, faire de la biblio. Faut pas se jeter à corps perdu dedans sans rien, quoi. Je pense que c'est compliqué sinon. Mais après, ça doit être très domaine dépendant aussi, donc voilà. Alors du coup, je précise, a priori, ce n'est pas un doctorant en commerce, mais en droit. Il y a eu un problème de lecture au niveau du message. Ah oui, pardon. Mais les conseils sont aussi valables, c'est-à-dire que des fois, ça va aussi être selon la façon de faire sa recherche, selon l'encadrement qu'on a. Certains vont être plutôt
vont avoir un avis sur la question. Donc, je pense pas qu'il y ait de réponse gravée dans le marbre à ce niveau-là. C'est aussi selon comment chacun fonctionne, etc. Que ce soit en commerce ou en droit. Alors du coup, pour clôturer le live, dernière question qui, je pense, va être intéressante parce que selon nos domaines, ça doit être très différent. Quelles sont nos relations en tant que doctorantes et doctorants avec nos écoles doctorales ? Donc, c'est pareil, je pense que selon le domaine, c'est très différent. Moi, je vais juste commencer par dire que moi, perso, l'école doctorale, je l'ai vue à la réunion de rentrée et à la sortie. Enfin, je suis pas encore sortie, mais en fait, c'est seulement là que je la verrai. Nous, après, on avait eu la chance d'avoir le directeur de l'école doctorale dans notre laboratoire, mais maintenant, ça a changé, donc en fait, je le verrai plus. Donc vraiment, aucune relation, et ce qui est bien dommage, parce que normalement, les écoles doctorales sont censées faire des choses pour les doctorants entre eux. Il est censé avoir des journées des doctorants au sein de l'école doctorale, et nous, par exemple, on n'en a pas. Donc voilà, je sais pas comment c'est pour vous, chers invités. J'ai eu une journée une journée des doctorants en 2e année, et après plus du tout. Je pense qu'on a à peu près la même relation, c'est-à-dire que j'ai vu l'école doctorale pour la signature de mon contrat, et après tous les ans juste pour ma réinscription, mais sinon ouais, j'ai pas trop d'interaction avec mon ED, ce qui est plutôt dommage. Alors moi, je vais avoir un son de cloche un peu différent. Puisqu'en fait l'école doctorale est assez active. On a une journée des doctorants par an où l'optique est à la fois de présenter l'école doc, de faire une présentation par poster pour voir un peu ce que les personnes font, sachant qu'on est une école doctorale qui en fait est plus géographique que thématique, donc il y a pas mal de thèmes différents qui sont représentés. Donc c'est assez intéressant de voir un peu ce que font les voisins. Et en plus de ça, il y a eu... En fait, l'organisation de cette journée des doctorants donne aussi l'occasion de rencontrer et d'organiser ça avec d'autres personnes d'autres laboratoires. Et on avait commencé aussi à organiser un peu en parallèle des événements justement pour rencontrer un peu les différents doctorants. Donc ça a eu pas mal de... Enfin, ils font pas mal de choses. Et après, il y a tout le travail de fond, c'est-à-dire la gestion administrative, donc on les rencontre au besoin. Et qu'est-ce que je voulais dire ? Il y a aussi d'autres éléments qui sont assez importants. Oui, la gestion des formations, puisqu'il y a pas mal de questionnaires qui sont remontés pour essayer d'organiser avec les moyens qu'ils ont. C'est pas une grosse école doc, ils ont très peu de moyens humains. En fait, ils ont à peu près 50% du temps humain qu'il faudrait pour gérer une école doc de cette taille, mais ils essaient quand même de faire en sorte qu'il y ait les formations les plus complètes possibles, malgré le peu de moyens qu'ils ont. Ok. Je pense que c'est aussi, ça dépend vraiment des écoles doctorales, parce que par exemple, Yannick et moi, on est dans la même université, mais on n'a pas forcément du tout les mêmes rapports avec notre école doctorale. Voilà. Je pense que ça dépend des disciplines, ça dépend aussi juste des écoles doctorales. Il n'y a pas énormément de rapport avec l'école doctorale de manière... Enfin, moi, je trouve quand même de manière générale qu'on est un peu laissé... limite, on voit plus à l'échelle du labo qu'à l'échelle de l'école doctorale, mais voilà. Ouais, nous, en tout cas... vas-y, Lorraine. Non, vas-y, Yannick, continue. Okay. Je vais dire que nous, en tout cas, les contacts qu'on a avec l'ED, c'est beaucoup aussi pour nous rappeler qu'il y a tel ou tel module obligatoire à suivre. Souvent, d'ailleurs, en agitant plutôt le bâton que la carotte. On va être réaliste. Mais c'est aussi pour ça qu'on a des représentants à l'école doctorale. Ils sont là aussi, normalement, pour discuter avec ces gens-là. Donc il y a ça aussi. Du coup, je voulais parler à peu près de la même chose, du fait qu'on a certains modules qui peuvent être obligatoires. Ça dépend des écoles doctorales, mais mon école doctorale, j'ai une obligation pour avoir mon titre de docteur à avoir fait 4 modules éducation, on va dire ça comme ça, dont 2 modules scientifiques, c'est-à-dire que obligatoirement, je dois avoir fait au moins une conférence, ou un séminaire, ou etc. Et à côté, il me faut 90 heures, je crois, en fait, de formation, quelque chose comme ça. Donc voilà.
Ouais, donc la leçon à retenir, c'est que voilà, chaque école doctorale est différente. Chaque directeur d'école doctorale ou directrice, hein, bien évidemment, est différent, est différente. Et du coup, voilà, ça peut générer c'est ça souvent qui génère autant de différences entre nous, les doctorantes et doctorants. Voilà, bon bah super. Bah, en tout cas, je tiens chaleureusement à remercier nos invités de ce soir. Merci encore d'avoir accepté de témoigner pour cette première émission. Et puis du coup, on peut vous annoncer la prochaine émission qui aura lieu... attendez, je regarde, je sais plus la date. Le 10 novembre. Donc cette fois-ci, on se trompera pas sur le jour, hein. Mais la prochaine émission Ask Doctorant aura lieu le 10 novembre. Donc n'hésitez pas à en parler autour de vous si ça vous a plu.